Est-ce que FlyCup peut être adapté en Afrique en 2026? Est-ce que FlyCup peut être dupliqué en Afrique en 2026? La réponse est oui. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on ne parle plus d'une idée théorique. On parle d'une fenêtre d'opportunité concrète, mesure qui a une date d'opération très proche. 4 investisseurs ont dit non et Tony Parker a dit oui. Et voici ceux qui n'ont pas vu. Imaginez, vous êtes dans un stade près de 80 000 personnes autour de vous. Vous revenez des buvettes avec deux boissons, des frites, des burgers et autres. Et vous avez 2 mains. Donc vous connaissez la suite. Olivier Rousseau a eu exactement le même problème. Et là, il a créé FlyCup, un petit dispositif en carton qui résout tout ce problème. Il arrive sur le plateau de TV de l'associé avec un produit simple, un pitch impeccable et une coupe de monde de rugby. Marc a dit non, Eric Lachevêque a dit non, Jean-Pierre a dit non, Kelly a dit non. Et puis il y a Tony Parker, l'ancien star NBA, 4 fois champion du monde, qui lève la main et dit oui. Aujourd'hui, plusieurs années après ce pitch, on va décrypter exactement ce qui s'est passé, ce que les investisseurs n'ont pas vu ou ce qu'ils ont vu et n'ont pas voulu spéculer sur ça. Et surtout, pourquoi ce petit bout de carton reste en 2026 l'une des opportunités les plus concrètes et les plus accessibles pour un entrepreneur africain. Je suis Chavra Gitas, analyste stratège, et on revient sur mon écran, sur mon ordinateur, on décrypte. Olivier Rousseau, au moment du pitch, avait 34 ans, il était entrepreneur français. Et son constat dès le départ, c'était que dans les stades, les concerts, les festivals, partout où on mange et on boit debout, le problème est le même. Porter plusieurs consommations à la fois sans se fesser dessus, sans lâcher son téléphone, sans rater le moment. La solution, c'est FlyCup. Ce sont des packaging alimentaires en carton réinventés pour la consommation normale. Un dispositif compact qui permet de tenir boissons, frites, burgers, nourriture d'une seule main. Fabriqué en carton, imprimé avec des encres végétales et conçu pour être réutilisable et concis. La différenciation clé avec le produit, et selon Olivier, c'est la réutilisation et la consigne. Ce n'est pas juste un pot Gobelin, non. C'est un objet qui peut être personnalisé aux couleurs d'un club, d'un sponsor, d'un événement. Et ça peut être récupéré à la sortie et retourné pour une consigne. Sa demande initiale sur le plateau, c'était 140 000 euros, contre 7% de son entreprise. La valorisation implicite revient à 2 millions d'euros. Et pour un produit en carton qui fait 150 millions de chiffre d'affaires annuel au moment du pitch dessus, est-ce que c'était justifié? On va voir ça avec mes 7 piliers sur lesquels je me bats pour pouvoir analyser un pitch. Le premier pilier, c'est le problème. Le problème est réel et universel et vécu par des millions de personnes chaque week-end. En France seul, on compte près de 136 millions de spectateurs dans les stades de football, rugby, tennis et concerts par an. Le marché mondial de l'événement sportif pesait environ 600 milliards d'euros au moment du pitch et il a continué à croître avec le temps. Mais voilà où ça devient beaucoup plus intéressant, où beaucoup d'investisseurs ont fait une erreur d'analyse. Olivier ne vend pas seulement juste un pot Gobelin. Il vend une expérience de consommation améliorée dans un contexte où les organisations d'événements cherchaient nécessairement 2 choses. La première chose qu'ils cherchent, c'est augmenter les revenus de restauration qui représentent en moyenne 30 à 40% des revenus d'un stade. La deuxième chose, c'est réduire leur impact environnemental sous pression réglementaire croissante. En Europe, les plastiques à usage unique sont interdits depuis 2021 et cette réglementation s'étend progressivement dans le monde entier. FlyCup répond aux deux en même temps. Du coup, c'est un problème réel. Et pourquoi je ne mets pas discuter? C'est parce que le problème bien réel, ce n'est pas douloureux au sens vital. C'est un problème de confort.
pas de suivi, ce qui rend l'usage d'achat plus difficile à créer. Donc, je note le problème sur 7 sur 10. Le deuxième pilier, c'est la solution. Le produit est franchement bien pensé. Un dispositif en carton, matériaux moins chers, le plus recyclable, plus facilement personnalisable, imprimé à langue végétale, ce qui répond directement à la pression environnementale des organisateurs, ce qui crée un modèle économique circulaire. Ce qui est brillant dans ce modèle, c'est la personnalisation. Un club de foot qui met son logo sur FlyCup fait du marketing à chaque vente. L'objet devient un support publicitaire mobile dans les tribunes. Et ça, les sponsors l'adorent. Le seul point faible que j'ai trouvé, c'est la barrière à l'imitation qui reste faible. N'importe quel fabricant de packaging peut copier le concept. Ce qui protège FlyCup à cet instant, c'est la vitesse d'exécution, le contrat signé et la notoriété de la marque. Donc je note la solution sur 8 sur 10. Le troisième pilier, c'est le marché. Le marché adressable de FlyCup est bien plus large que les stades de foot français. Les stades de football, les stades de rugby, les stades de basket, les stades de tennis. Il y a les concerts, festivals avec près de 30 000 festivaliers par an en France seul. Il y a les parcs d'attractions, il y a les aéroports et les espaces de transit, il y a les restaurants et les food courts. Du coup, le marché global du packaging alimentaire faisait déjà 500 milliards d'euros avec une croissance portée par deux tendances lourdes. C'est quoi ces deux tendances lourdes? La première tendance, c'est la réglementation anti-plastique. Elle s'accélère partout dans le monde. Chaque organisateur cherche une alternative crédible. La deuxième tendance, c'est l'expérience client dans les stades. Les clubs investissent massivement dans l'expérience spectateur. Un packaging premium fait partie de cette expérience. Donc, le deal avec la Coupe du Monde de rugby fallait que FlyCup peut opérer à l'échelle internationale. C'est une preuve de marché majeur. Je note le marché 8 sur 10. Le quatrième pilier, c'est le business model. C'est ici que ça devient un peu complexe et que les investisseurs ont eu raison de poser des questions. Les chiffres présentés au moment du pitch, il y a le CA de 2022 qui est de 150 000, la projection de 2023 qui est à 200 000 euros, le prix unitaire par FlyCup c'est 15 à 60 centimes, la marge sur le produit solide c'est 45% et la marge sur les boissons c'est 65%. Les marges sont excellentes sur le papier, mais faisons un peu le calcul. 150 000 euros de CA avec un prix de 35 centimes, ça veut dire environ 430 000 unités vendues en 2022. C'est bien, mais pas suffisant pour justifier une valorisation de 2 millions d'euros. Le multiple de CA implicite était de x13, très élevé pour un produit physique sans propriété intellectuelle protégée. L'autre point plus sensible, c'est la structure de financement. Olivier a déjà levé 1 million d'euros, dont 500 000 en dette, dont seulement 200 000 obtenus. Il arrivait chercher des fonds supplémentaires alors que sa dette n'avait pas encore totalement été absorbée. Eric l'archevêque l'a bien dit. En levant trop d'argent, ça va vous pousser à faire des conneries. C'est une vraie observation. Une start-up qui lève trop tôt avant d'avoir prouvé sa scalabilité peut brûler du gaz sur les mauvaises décisions. Non, pour le business model, je note 6 sur 10. Le cinquième pilier, c'est la traction. La traction de FlyCup se résume à un argument. Coupe du monde rugby. C'est la traction. Et être référencé fournisseur officiel d'une Coupe du Monde, c'est une validation de marché. C'est une validation au niveau international. Des acheteurs professionnels exigeants avec des cahiers de charges stricts ont évalué le produit et ils ont dit oui. C'est le signal le plus fort du pitch. Ce qui manquait à l'époque, c'était le nombre exact de clients récurrents, le taux de réachat des organisateurs, des données de satisfaction utilisateurs. 150 000 euros de CA sur une machine de cette taille, c'était encore très petit. Mais la Coupe du Monde changeait la narration.
Olivier ne partait pas de zéro, il partait d'une référence internationale. Donc je note l'attraction de 7 sur 10. Le sixième pilier, c'est l'équipe. Il faut rendre ce qui est à César à César. Olivier a livré l'un des meilleurs pitchs techniques de la saison. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, il y a un investisseur qui l'a dit sur le plateau. Il disait félicitations parce que vous avez à la fois un pitch super clair, vous avez répondu parfaitement à toutes les questions, vous êtes très calme, souriant, clair, posé. Vous connaissez votre truc par cœur. Ce niveau de maîtrise de pression face à 5 investisseurs aguerris qui chez DeFi reste très rare. Mais ce qui est encore plus révélateur de son intelligence entrepreneuriale, c'est ce qui se passe après 4 ans. Olivier ne panique pas, il ne baisse pas les bras. Il est la salle. De lui-même, sans y être forcé par une offre, il revoit ses conditions. Il passe de 140 000 euros pour 7% à 200 000 euros pour 5%. Ce n'est pas une capitulation, ce n'est pas une contre-proposition réactive, non. C'est un entrepreneur qui comprend en temps réel que ces conditions initiales créent un blocage, qui a le sang-froid d'ajuster sa proposition avant même qu'on ne lui demande, et qui le fait avec suffisamment de lucidité pour proposer plus de capital et plus d'équité simultanément. Ce qui montre qu'il comprend ce dont son entreprise a réellement besoin. C'est de l'intelligence situationnelle de haut niveau, je vous assure. De l'intelligence situationnelle de haut niveau. Et c'est probablement ce qui a convaincu Tony Parker de rester dans la pièce. Je note l'équipe à 9 sur 10. Le septième pilier, c'est la valorisation. La chronologie ici est importante. La chronologie exacte ici est vraiment importante. Olivier arrive avec une valorisation de 2 millions d'euros. Et il y a 4 noms qui tombent. Avant que Tony Parker ne fasse une proposition, il ajuste. Il propose alors 200 000 euros pour 20% de son entreprise, soit une valorisation de 1 million. C'est déjà mieux, mais analysons un peu les 3 propositions. La valorisation initiale, c'est 2 millions d'euros. Ça fait un CA de x13, multiple de x13. C'est pas réaliste. Après révision, il se revient à 1 million d'euros. Il revient à 1 million d'euros. Ça fait à 6,5 le CA. C'est la limite. Et l'offre de Tony Parker, c'est 500 000 euros pour 500 000 euros. Le multiple, c'est 3,3 le CA, x 3,3 le CA. C'est oui, c'est raisonnable. Donc, les benchmarks du secteur du packaging early stage se situent entre x2 et x5 le CA. La valorisation revisée de Olivier à 1 million d'euros est encore un peu plus haute, mais c'est défendant avec la Coupe du Monde de rugby en prime. L'offre de Tony Parker à 500 000 euros est la plus ancrée dans les fondamentaux financiers. Ce qu'on retient, c'est que Olivier a eu la lucidité de corriger de lui-même son team. C'est bien, mais arriver à 2 millions d'euros en salle reste une erreur qui a coûté près de 4 deals potentiels. Donc, je note la valorisation sur 5 sur 10. On va essayer de faire un tableau récapitulatif de Flytop. Je note le problème sur 7 sur 10, la solution 8 sur 10, le marché 8 sur 10, le business unit 6 sur 10, la traction 7 sur 10, l'équipe 9 sur 10, la valorisation 5 sur 10, ce qui fait un total de 50 sur 70. Projet solide porté par un fondateur exceptionnel, la valorisation initiale a failli tout rater. Décortiquons un peu les 4 non et les 1 oui parce que chaque décision révèle quelque chose de précis, quelque chose de stratégique. Marc a dit non parce que lui, il investit dans les tech, dans le digital, dans les plateformes scalables. Un produit physique en carton avec 30 centimes, vendu à 30 centimes, ce n'est pas son niveau d'investissement. C'est une décision honnête et cohérente avec sa thèse, pas une erreur sur le produit ou c'est une question d'aliment, de portefeuille. Eric a aussi dit non parce que lui il a trouvé que quand ils vont trop investir, quand ils vont trop faire de levée de fonds, de levée d'argent, ils vont faire des conneries. Jean-Pierre n'a pas donné trop de réponses parce qu'il était découragé par le pitch, il était découragé parce qu'il n'avait pas eu les informations qu'il voudrait dans le pitch de Olivier. Kelly met le doigt sur l'objection principale du pitch. Vous ne nous avez pas démontré la scalabilité. Kelly voulait comprendre comment l'entreprise est scalable, l'entreprise se fait de l'argent.
Et c'est l'objection la plus stratégique de la soirée. Comment Fleck passe de 150 000 à 1 million puis à 10 millions de chiffre d'affaires? Quel est le plan d'expansion? Quel est le plan d'exécution? Combien de stades? Combien de pays? Quelle équipe commerciale? Olivier n'a pas su répondre à toutes ces questions, ce qui a fermé la porte sur les 4 deals. Alors, Tony Parker, lui, il revient avec un oui. Ce n'est pas n'importe qui. On sait que Tony n'est pas n'importe qui, n'est pas n'importe quel investisseur. C'est l'un des rares sportifs professionnels à avoir construit un vrai portefeuille d'investissement structuré, avec notamment des parts dans les clubs sportifs en Europe. Ce qu'il a vu que les autres n'ont pas vu. En un, il connaît les stades de l'intérieur. Il a passé près de 20 ans dans les stades, dans les arènes sportives mondiales. Il sait exactement à quel point le problème est réel et récurrent. En deux, il a le réseau pour ouvrir des portes. Un appel de Tony Parker à un directeur de club sportif, ça ouvre des portes qu'aucun autre investisseur sur le plateau ne pourrait ouvrir aussi vite. En trois, j'ai vu qu'il a vu la lucidité d'Olivier. Quand un fondateur revoit ses conditions de lui-même, sans pression directe, c'est un signal de maturité que les investisseurs adorent, que les investisseurs expérimentés ne ratent jamais. Tony Parker a investi dans le produit, mais surtout dans le fondateur, dans celui qui porte le projet. Je rappelle un peu la séquence exacte. Olivier arrive avec 140 000, avec 7%, une valorisation de 2 millions. Après, il a eu 4 noms. Après avoir eu 4 noms, Olivier de lui-même revoit sa demande à 200 000 euros pour 20%. Donc, la valorisation revient à 1 million d'euros. Après, Tony Parker lui fait une offre de 150 000 pour 30%, une valorisation de 500 000. Deux positions, deux visions de valeur de l'entreprise, un deal à trouver entre les deux. Ce que Olivier a gagné en dehors de l'argent, c'est un investisseur, c'est un associé qui connaît déjà chaque stade du monde de l'intérieur. Il connaît chaque stade de ce monde de l'intérieur. Mon analyse critique. Ce que Olivier a bien fait. Olivier en a la maîtrise totale de son pitch. Calme, souriant, posé sous pression. Il n'a pas bégué sur une seule question face aux 5 investisseurs. C'est une performance rare. Après, il avait le deal de la Coupe du Monde. Avoir comme référence internationale dans la poche au moment du pitch change tout. Sa meilleure carte, et il a bien joué. Quand il savait que c'est sa meilleure carte, quand il a le deal avec la Coupe du Monde. En 3, je veux que la lecture de la salle et l'ajustement autonome. Après 4 noms, il a eu 4 noms. Olivier ne demande pas ce qui ne va pas, non. Et il ne négocie pas à la baisse sous pression. Il vit la situation, il comprend le blocage et ajuste ses conditions de lui-même, avant même qu'on ne lui fasse une proposition. C'est le signe d'un entrepreneur qui sépare son ego de sa stratégie. Et ça, c'est extrêmement rare sur les plateaux de pitch. Ce qu'il aurait dû faire différemment, il aurait dû en un préparer une réponse béton face sur la question sur la scalabilité. Vous savez, Kelly a posé la question, comment tu passes de 150 000 à 10 millions de chiffre d'affaires? Olivier aurait dû avoir un plan chiffré. 150 000 de stades en France en année N+1, 200 stades en Europe en année N+2, licenciés internationaux en année N+3. Sans ce plan, l'investisseur ne peut pas projeter son retour. Et sans projection de retour, pas de deal. Donc, c'est ce qu'il aurait dû faire en un. En deux, arriver avec une valorisation ancrée dans les fondamentaux. Je m'explique, 2 millions d'euros à 150 000 de chiffre d'affaires, c'est x13 de chiffre d'affaires. Pour un produit physique sans brevet, c'est indéfendable. Maintenant, arriver avec 1 million avec les mêmes 140 000 euros demandés aurait été bien plus solide et aurait peut-être conservé 2 à 3 investisseurs supplémentaires dans la pièce. En 3, quantifier l'impact du partenaire du Coupe du Monde. Deal. Ok, on a un deal avec la Coupe du Monde. Sans donner les chiffres concrets générés, c'est laisser l'investisseur combler les vides, combler les blancs lui-même. Et un investisseur qui comble les blancs dit non. Ma décision, si j'étais un investisseur, j'aurais probablement investi avec la valorisation de 1 million, pas les 2 millions. Pourquoi? Parce que les marges de 45 à 60% sur un produit en carton, les marges sont excellentes. Le deal avec la Coupe du Monde qui peut vendre avec des clients internationaux exigeants. En 3, la capacité d'Olivier à lire et ajuster en temps réel
est le signal le plus fort du pitch. Ce type de fondateur s'adapte et dans un business, l'adaptation vaut plus que la performance initiale. Maintenant, la question centrale de cette chaîne, est-ce que FlyCop peut être adapté en Afrique en 2026? Est-ce que FlyCop peut être dupliqué en Afrique en 2026? La réponse est oui. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on ne parle plus d'une idée théorique, on parle d'une fenêtre d'opportunité concrète, mesurable, qui a une date d'opération très proche. Je vous dis quoi par là? La CAN 2026 s'est terminée il y a quelques mois au Maroc et elle a confirmé plusieurs choses de notre analyse. Il y a des millions de spectateurs, une consommation massive de boissons et de nourriture dans les stades. Il y a une forte pression sur les organisateurs pour proposer des solutions plus écologiques que les plastiques à usage unique. Mais voici ce que beaucoup n'ont pas vu. Pendant toute cette CAN, très peu d'innovations réelles ont été proposées en matière de packaging nomade. La plupart des stades ont continué avec les solutions classiques, plateaux plastiques, gobelets individuels, des sacs en plastique. Ce que ça nous dit en 2026, la fenêtre n'est pas fermée. La fenêtre, elle est encore largement ouverte. Et la prochaine grande échéance approche. Je mets quoi dans la prochaine grande échéance? Regardons le calendrier. CAN 2027, prévu pour le continent africain. Il y aura la Coupe du Monde 2030, co-organisée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Ces deux événements représentent des dizaines de millions de spectateurs, des centaines de millions d'euros de revenus événementiels et une demande massive de solutions de packaging innovantes et écologiques. Nous sommes en 2026 et il reste exactement un an pour la CAN 2027 et 4 ans avant le Mondial 2030. Celui qui lance FlyCop maintenant en Afrique avec un contrat signé avant 2027 arrive avec une longueur d'avance que personne ne peut rattraper en 6 mois. C'est ça le timing parfait, c'est ça le timing stratégique. Alors, le problème est encore plus intense en Afrique. Le problème est plus intense. Ce qui rend le contexte africain encore plus intéressant, c'est que le problème que résout FlyCop ne se limite pas seulement au stade. En Afrique, la consommation globale se passe partout. Les concerts afrobeat qui rassemblent près de 30 000 à 80 000 personnes, les festivals culturels qui durent 3 à 5 jours, il y a les plages urbaines pondues chaque week-end, il y a les cérémonies universitaires massives, il y a les grands événements, les grands rassemblements religieux, il y a les ligues locales de football chaque week-end. Chez nous ici en Afrique, au Bénin, il y a We Love Yard, il y a Voodoo Days, il y a plein de festivals chaque année qui rassemblent beaucoup de monde. Le marché africain de FlyCop est 5 à 10 fois plus large que le marché français. Et la réglementation anti-plastique avance sur le continent. Le Bénin, le Kenya, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, tous ont déjà les législations restrictives sur les plastiques à usage unique, ce qui crée une demande réglementaire pour des alternatives comme FlyCop. Si tu es entrepreneur africain et que tu veux t'inspirer de ce modèle, voici comment l'adapter intelligemment. Déjà, en un, le produit, un avantage que FlyCop France n'a pas. En France, FlyCop fait fabriquer son carton à l'extérieur avec des coûts européens. En Afrique, tu as accès à des matières premières locales bien moins chères. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la RDC, le Maroc, des ressources papetières locales disponibles. Une industrie du carton en développement qui peut produire des coûts bien inférieurs à l'Europe. Prix de production estimé en Afrique 3 à 8 centimes par unité, contre 8 à 15 centimes en France. Ça veut dire que des marges encore meilleures que le modèle original ou un prix de vente plus accessible pour les organisateurs locaux. En deux, le modèle. Investir la logique avec le sponsoring. En France, FlyCop vend son produit à l'organisateur d'événements. En Afrique, il faut aller plus loin. Les marques comme MTN, Move, Flows, Orange Money, Airtel, Enken, Coca-Cola investissent massivement dans le sponsoring sportif et culturel africain et elles cherchent des supports de visibilité innovants, mémorables dans les stades.
Fly Cup, imaginez un Fly Cup brandé MTN ou Move ou Celtics dans les mains de 500 000 spectateurs pendant 90 minutes. C'est une visibilité que n'offre aucun support publicitaire dans le stade. Les clients B2B prioritaires qu'il faut prioriser, les fédérations nationales de football, les organisateurs du CAN 2027, les promoteurs de concerts Afrobeat, les grands marques de sponsors MTN, Move et consorts, les centres commerciaux ou le footgun. Alors, la question que tout le monde me pose, par quel pays il faut commencer? Le pays numéro 1, c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que il a été l'hôte de la CAN 2023, donc infrastructure événementielle déjà testée et mature. Il y a le stade Félix Houphouët-Boigny qui est à près de 45 000 places, marché régulier. On a les marchés publicitaires actifs avec les grandes marques télécom, la scène musicale dynamique, concerts fréquents et massifs. Le pays numéro 2, c'est le Sénégal. Pourquoi? Parce qu'ils ont une culture événementielle très forte. Les matchs, les concerts, les festivals. Il y a la présence active des grandes marques sponsors. Il y a l'écosystème de start-up en croissance. Le pays numéro 3, c'est le Maroc. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'expérience CAN 2025 fraîchement digérée. Les organisateurs connaissent les lacunes. Il y a la préparation active pour la Coupe du Monde 2030. C'est un marché plus mature et plus réglementé. La demande en packaging éco est très forte. Il y aura le Bénin. Le Bénin, on a les grands festivals. On a le Voodoo Days qui rassemble beaucoup de gens. On a We Love India qui rassemble beaucoup de gens. On a des concerts de ci et de ça. Il y a nos plages qui sont bondées chaque week-end. Donc, c'est très rentable. Ça serait très rentable. Le budget, pourquoi se lancer en 2026 avec Fly Cup? On aura développement produit plus modes locaux qui va nous revenir à 5 000 euros. Il y aura les premiers stocks de 100 000 unités qui vont revenir à 8 000 euros. Il y a le commercial B2B, les 3 premiers mois à 5 000 euros. Le marketing et le branding à 4 000 euros. L'opérationnel et les privés qui vont revenir à 3 000 euros. Donc, le budget total, c'est 25 000 euros. Le timing réaliste, c'est les 2 premiers mois, développement produit et les premiers stocks. Les 2 mois qui vont suivre aussi, on aura le premier contrat des fédérations ou des sponsors. Le mois 5 à 8, on aura 500 000 unités vendues. Le mois 9 au mois 12, expansion du deuxième marché. Alors, en 2027, ça fait présent à la CAN avec un contrat signé. Donc, pour le score de duplicabilité, en Afrique, on a le problème local que je note à 9 sur 10. Le problème est très élevé parce qu'il y a les stars, les concerts, les festivals. La faisabilité technique, je note sur 10 sur 10 parce que c'est simple à produire localement. Après, l'accessibilité au prix, je note sur 9 sur 10. Coût de production très bas. La taille du marché, je note aussi sur 9 sur 10 parce qu'il y a des multiples usagers bien au-delà des stades. La concurrence locale, je note sur 8 sur 10, quasi inexistante sur ce concept précis. Je ne sais pas encore, vous pouvez mettre ça dans les commentaires s'il y a une concurrence déjà en place. Le timing, je note sur 8 sur 10. Alors, ça fait au total 53 scores sur 60. Excellent, c'est un score excellent. Ce n'est pas une idée théorique, Fly Cup en Afrique. C'est une opportunité concrète sous-exploitée avec une échéance clé. Celui qui industrialise ce concept avant la CAN 2027 crée une référence que personne ne pourra ignorer avant le mondial 2030. 3 leçons de ce pitch, 3 leçons applicables dès maintenant, 3 leçons que tu pourrais appliquer dès demain. La leçon numéro 1, c'est lire la salle est une compétence qui vaut de l'argent. Lire la salle. Olivier a fait quelque chose que très peu d'entrepreneurs font sur un plateau de pitch. Il a lu la situation, il a compris le blocage et a ajusté ses conditions de lui-même, sans pression, avant qu'on ne lui demande. Ce n'est pas de la faiblesse en fait, c'est de l'intelligence stratégique. Dans une négociation, pitch, deal commercial, partenariat, la capacité à sentir où est le vrai problème, où est le vrai blocage et à bouger avant d'être forcé est une compétence rare et décisive. Vous devez la développer. La leçon numéro 2, c'est la scalabilité n'est pas une option,
C'est une obligation. Vous devez développer dans vos filles, dans vos pitchs, comment est-ce qu'il faudrait scaler votre business. 4 investisseurs sur 5 ont dit non. Et la raison commune derrière tous ces noms, c'est l'absence d'un plan de croissance crédible. Kelly l'a clairement dit. Eric l'a dit autrement. Ton pitch ne vend pas ce que tu fais aujourd'hui. Il vend ce que tu vas faire avec l'argent de l'investisseur d'ici 3 ans, dans les 3 prochaines années. Si tu ne peux pas répondre à cette question avec des chiffres et un plan, tu n'es pas encore prêt à pitcher devant un autre investisseur. La leçon numéro 3, le bon investisseur connaît ton problème de l'intérieur. Tony Parker n'a pas investi dans des cartons. Il a investi dans un problème qu'il a vécu 20 ans, pendant 20 ans, dans chaque stade de NBA, dans les Jeux olympiques. Quand tu cherches un investisseur, cherche quelqu'un qui a vécu ton problème. Son expérience, son réseau et sa crédibilité dans ton secteur valent souvent 10 fois plus que son chèque, 10 fois plus que de l'argent. Récapitulons. L'entreprise c'est FlyCup, packaging nomade événementiel. Le fondateur s'appelle Olivier, il a 34 ans. La demande initiale était 140 000 € pour 7%, valorisation à 2 millions. La demande revisée c'est 200 000 pour 20%, valorisation à 1 million. Résultat final, il a eu un oui. Tony offre 150 000 pour 30% et la valorisation revient à 500 000 €. Mon score c'était 50 sur 70, projet solide, fondateur exceptionnel. La duplicabilité en Afrique en 2026 c'est 53 sur 60, priorité absolue à lancer maintenant. FlyCup est un bon produit porté par un fondateur qui a montré sous pression ce que peu d'entrepreneurs montrent. La capacité à s'adapter sans y être forcé. Tony Parker a vu ce que les autres n'ont pas vu. Pas juste le carton, mais l'homme derrière, l'homme qui a la capacité de s'adapter et de faire quelque chose de bon. Et pour un entrepreneur africain en 2026, avec la CAN 2027 et la Coupe du Monde 2030, cette fenêtre d'opportunité a une date de péremption. La CAN 2027, c'est dans 1 an et les contrats se signent maintenant, pas en 2027. La question n'est pas de savoir si quelqu'un va lancer FlyCup en Afrique. La question est, est-ce que ça sera toi? Est-ce que tu seras capable de lancer FlyCup maintenant? Est-ce que ça sera vraiment et effectivement maintenant? À toi de me répondre dans les commentaires. Alors, si cette analyse t'a apporté quelques valeurs, t'a apporté quelque chose, abonne-toi, commente et partage. Parce que on fait une analyse stratégique chaque semaine. Et dis-moi, est-ce que tu aurais investi avec Tony Parker? Avec quelle valorisation? Et envoie cette vidéo à un entrepreneur qui cherche une idée concrète à lancer dès maintenant. Je suis Shadrach Jida, je suis analyste stratégique et on se rencontre la semaine prochaine.